Bonjour Dans madame. le cadre de l'accord tripartite de financement de développement en République centrafricaine, la BAD et le PNUD ont décidé d'accompagner le gouvernement dans un projet dénommé Projet d'appui à l'inclusion socio-économique à travers l'entrepreneuriat et la mobilisation de la diaspora. Pouvez-vous nous édifier un peu plus sur le sujet? En fait, ce projet répond à un défi, à une ambition, celle de mobiliser cette expertise que nous avons, qui est assez riche, mais qui est éparpillée au niveau de la diaspora, de toutes les diasporas centrafricaines de par le monde. Donc, il s'agit de capitaliser ces compétences et ces ressources et de les faire monter dans le train du développement que nous avons engagé. Essentiellement, c'est ça. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a 1 an, si on vous diagnostiquait de l'insuffisance rénale, c'était une condamnation à mort ici. À moins que vous ayez les moyens d'aller à l'extérieur, au Cameroun, au Congo démocratique ou en France, pour une prise en charge en hémodialyse. Mais depuis 1 an, on a ouvert le centre d'hémodialyse ici. Et vous savez, ce centre fonctionne aujourd'hui grâce au concours d'une infirmière qui a eu toute son expérience en Europe et qui vient tenir ce projet. Donc, aujourd'hui, avec une dizaine de lits, nous arrivons à sauver des centaines de vies. C'est ça le défi. Comment faire en sorte que toutes ces compétences que nous avons à l'extérieur puissent venir donner un coup de main pour que le train du développement qu'on a lancé puisse véritablement rouler sur les rails. C'est ça, en résumé. D'accord, monsieur le ministre. Bon, justement, parlons du projet diaspora. Quel est le montant exact mis à la disposition des autorités pour accompagner le projet? Bon, nous avons autour de 2 millions de dollars, 1400 millions. Donnés par la BAD, enfin 1 million 4 donnés par la BAD et puis 600 000 donnés par le PNUD. Enfin, c'est ça les ordres de grandeur. Nous sommes à 2 millions de dollars, donc 1 milliard et quelques. C'est ça le montant exact. Mais c'est une première tranche qui va durer 3 ans, qui démarre là maintenant et qui finira en fin 2025. Et après, on va aviser en fonction du succès que va rencontrer le projet, va avoir une rallonge. Il y aura peut-être aussi d'autres partenaires qui pourront prendre le train en marche et puis financer cette vaste opération. Depuis l'annonce de ce projet fort intéressant pour la République centrafricaine, mais également aussi pour la diaspora centrafricaine, on a certainement des gens de ce côté-là qui attendent que le projet soit effectivement lancé. Alors, actuellement, dites-nous à quel moment exactement va débuter le projet, la mise en œuvre de ce projet. L'accord tripartite a été signé en juin, le 19 juin exactement. Et tout le temps qu'on a pris, c'était pour préparer le lancement officiel. Alors préparer, ça veut dire il faut mettre en place le comité de pilotage, il faut nommer le point focal, il faut lancer la demande de décaissement. Tout ça, c'est prêt. Je pense que le 20 de ce mois, le 20 septembre, il va y avoir le lancement officiel du projet. Et nous espérons que ce sera sous le parrainage, le très haut parrainage du chef de l'État. Quels sont les profils recherchés? Alors, il faut dire que ce projet a 2 composantes. La première composante, c'est vraiment les ressources, les expertises que nous cherchons. Nous avons certains ministères qui sont demandeurs et donc ces expertises-là vont se mettre à la disposition de ces ministères-là, l'agriculture, l'élevage, le commerce, etc., etc. Sans compter que même dans la phase actuelle, il va falloir aussi recruter un consultant pour travailler sur la cartographie de ces compétences-là, cartographier les compétences que nous avons de par le monde. Ce sera déjà même un membre de la diaspora qui va être recruté pour faire ça.
De l'autre côté, on a aussi des projets en apiculture notamment qui concernent 3 régions de la RCA, où il va être demandé aux associations qui sont nombreuses en France, qui pourraient servir d'interface pour l'écoulement des produits qu'on va avoir dans ces domaines-là. Il y a des villes comme Bombari, comme Bria, qui sont très actives en matière de production apicole, et il s'agira de trouver des associations qui vont faire le travail marketing et commercial pour que ces produits puissent avoir leur marché sur le plan international. Donc ce sont ces 2 composantes-là dans ce projet. Vous voyez, la première composante, c'est vraiment les expertises en tant que telles que nous recherchons. Et puis la deuxième composante, c'est des associations qui vont travailler avec des producteurs locaux pour l'ouverture sur le monde, sur le marché mondial. Monsieur le ministre, il y aura certainement des conditions à remplir pour être éligible, surtout pour ceux de la diaspora. Oui, il faut dire que ce n'est pas de l'approprié que nous sommes en train de faire, hein. C'est vraiment des expertises pointues que nous recherchons. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra quelles sont les exigences qui vont connaître des inflexions, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment des expertises pointues avec Bac plus 6, Bac plus 7 notamment que nous recherchons dans différents domaines. Vous êtes le ministre en charge de la fonction publique centrafricaine. Il y a quelques jours, plus exactement le 30 août dernier, vous avez procédé à la restitution des résultats du contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État. On parle de plus de 2000 fonctionnaires fictifs. Cela témoigne du travail que vous abattez depuis que vous avez été porté à la tête du ministère. Nous n'allons pas revenir sur les chiffres donnés ce jour-là, mais nous aimerions tout de même savoir pourquoi certains ministères sont plus infectés par le phénomène de fonctionnaires fictifs que d'autres. Oh, c'est simplement la loi des séries, la loi des grands nombres. Les ministères, alors vous pensez certainement au ministère de l'Éducation nationale qui affiche plus de 900 fonctionnaires fantômes fictifs, mais c'est parce qu'ils sont plus nombreux. C'est un ministère qui recrute quelque chose comme 9000 fonctionnaires, et donc nous sommes à 10% pratiquement des fonctionnaires fictifs chez eux. C'est assez normal. Et ce sont surtout les ministères qui ont des déplacements en province. Hein. L'éducation nationale, l'agriculture, la santé, l'élevage, les finances et les impôts. Ce sont ces ministères-là qui ont un rayonnement au niveau des provinces, et donc qui sont appelés à affecter des fonctionnaires dans leur pays. Ce sont ces ministères-là qui connaissent ce phénomène de fonctionnaires fictifs. Fictifs au sens où les gens sont en situation d'abandon de poste, ils sont affectés, mais ils ne prennent pas leur poste, mais ils continuent à percevoir les salaires. C'est pour ça que nous avons décidé de frapper un grand coup. Ou bien vous reprenez votre place dans votre lieu d'affectation, ou bien vous êtes purement et simplement radié. Ce sont les textes. 1 mois d'absence non justifiée dans la fonction publique centrafricaine, c'est la radiation. C'est ce que nous sommes en train de faire. En espérant que cette première vague que nous sommes en train de mettre dehors, puisqu'on en a racheté encore 1199, hein, si on avait été très strict, on aurait été à 4000 fonctionnaires fantômes. Mais on a racheté 1199, c'est long à revenir sur ça. Mais ce que nous sommes en train de faire pour le 2871, nous espérons que c'est une leçon, que l'élément pédagogique peut jouer pour que les autres puissent prendre peur et ne plus se laisser entraîner dans ce comportement qui dessert le pays, surtout un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. Monsieur le ministre, dans les chiffres que vous donnez, on a constaté que bon nombre de fonctionnaires qui ne prenaient pas, qui ne rejoignaient pas leur poste, merci, c'était beaucoup plus affecté dans les zones beaucoup plus reculées, c'est-à-dire en province. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a plusieurs choses. Il y a l'élément sécuritaire. Parce qu'il faut se souvenir que
La RCA est en train de sortir péniblement d'une situation de sécurité assez précaire, où le pays était quasiment occupé par les groupes rebelles, par les groupes armés. Et donc, ça a créé une situation d'insécurité qui a fait que ça a constitué un frein pour les gens qui étaient affectés en province. Mais aujourd'hui, les rapports que nous avons du ministère de la Défense montrent que nous sommes à 85% du territoire reconquis déjà par nos forces armées et que donc l'élément sécuritaire ne doit pas jouer beaucoup. Deuxièmement, je pense que, et d'ailleurs c'est l'élément sur lequel, pendant ce contrôle physique, nous avons beaucoup travaillé, puisque nous avons fait appel au service de l'Institut national des statistiques pour faire une enquête, déterminer justement les raisons pour lesquelles les gens pourraient se sentir bien ou pas bien en province. Et parmi ces raisons-là, il y a l'environnement, il y a le cadre de vie, il y a le cadre de travail qui joue aussi beaucoup. Ce sont des éléments sur lesquels on va s'appuyer pour formuler des projets de manière à corriger ces éléments qui constituent aujourd'hui des freins. Et peut-être que dans un avenir très proche, il n'y aura plus aucune raison pour que les gens n'aillent pas en province. Au vu de la pyramide, le constat est assez clair. Très peu de jeunes, mais surtout de femmes dans la fonction publique centrafricaine, alors qu'on sait très bien que la population centrafricaine est jeune et majoritairement féminine. Qu'est-ce qui peut justifier cela? D'abord, la question du genre. C'est vrai, nous avons les statistiques qui sortent de ce contrôle montrent que nous avons à peine 31% de l'effectif qui est de la gente féminine. Mais ça aussi, il faut se souvenir de la pesanteur sociologique et culturelle, où il n'y a pas si longtemps que ça, les gens hésitaient à envoyer les filles à l'école. Ça fait que tout à fait naturellement, à la sortie, on a plus de garçons que de filles naturellement. Deuxièmement, alors ça c'est un élément que vous ne soulignez pas, mais je vais vous le dire, dans ces 31%, très peu occupent des postes de responsabilité à proprement parler. Et ça vient du fait aussi qu'il y a la déperdition en cours de formation. Les filles sortent beaucoup plus rapidement du système scolaire que les garçons, et donc elles sont moins diplômées, et par conséquent, elles sont moins éligibles à des postes de responsabilité. Donc ce sont ces phénomènes-là, je pense, qui font que non seulement on n'a pas beaucoup de femmes dans cette administration publique, mais aussi, si on a des femmes, elles occupent des rangs plutôt inférieurs par rapport aux hommes. C'est ça. Deuxièmement, vous avez souligné le problème de l'âge moyen dans cette fonction publique. Oui, nous sommes en présence d'une fonction publique totalement vieillie. Ça pose le problème de notre préparation par rapport à tous ces départs à la retraite demain. Comment on va remplacer tout ce monde-là? Et vous avez bien fait de souligner que nous sommes quand même dans un pays qui est jeune. Hein. Les 18-24 ans sont à 85% de la population globale. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce que la même proportion se retrouve dans la population des fonctionnaires. Mais non. Mais l'explication est simple. C'est que même si les textes disent que, à partir de 32 ans, vous ne pouvez plus entrer dans la fonction publique, je pense que les gens sautent par-dessus ces textes-là, et donc il y a des gens qui sont recrutés et intégrés dans la fonction publique à des âges avancés, 40 ans, 45 ans parfois. Ça donne ce que vous avez vu sur la pyramide des âges. Mais il y a aussi un autre phénomène, malheureusement, c'est très typique à la RCA, qu'on appelle les stagiaires. Ce sont des gens qui entrent dans la fonction publique dans l'espoir d'être recrutés. Ils ne sont pas payés du tout, mais ils viennent tous les jours. Il y en a qui restent là 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour certains d'entre eux. Et donc, quand on décide de faire une opération d'intégration, pour des raisons sociales, c'est pour des raisons aussi d'équité. Ces gens qui ont travaillé sans rien obtenir, c'est normal qu'on pense à eux avant. Et donc, quand on les intègre dans la fonction publique, ils viennent tout de suite à 40 ans, 35 ans. Ça vieillit l'âge moyen au niveau de la fonction publique. C'est ça. Alors, je vous ai dit que quand on veut intégrer, je le dis parce que c'est pas systématique. C'est pas tous les ans qu'on fait l'intégration. Et je pense que la dernière intégration remonte, mais c'est une petite intégration, ça remonte à 2017.
C'est pour vous dire aussi que ça ne se rajeunit pas beaucoup par l'entrée de nouvelles recrues. Tout ça mis l'un dans l'autre, ça fait que vous avez ce phénomène-là d'une administration qui est totalement vieillie. Quand on regarde la pyramide des âges, nous avons une image en bibendome, hein, Michelin. Mais ça montre bien qu'il y a du travail à faire. Il faudrait que, sur le plan de l'élaboration de nouvelles politiques publiques sur cette question-là, il y a peut-être un peu d'imagination qu'il faut mettre en chantier. Vous allez sortir avec les réformes peut-être dans l'administration centrafricaine. Qu'est-ce qui va changer prochainement, très exactement? Oh, on a beaucoup de chantiers en cours. L'un des plus importants, c'est ce que nous avons abordé avec ce contrôle physique. Ce n'est pas un contrôle en soi. Derrière ça, il y a la problématique de l'informatisation de l'administration publique. Comment faire en sorte que l'informatique aille dans tous les niveaux de l'administration publique. À commencer par le premier élément qui est le module de gestion des ressources humaines de l'État. C'est ça, le défi. Mais à côté de ça, on a plusieurs piliers, d'autres piliers stratégiques dans notre plan de réforme administrative. Il y a des piliers qui réfèrent à des réformes de type organisationnel, parce qu'aujourd'hui, la question se pose, est-ce que toutes les institutions... Regardez par exemple le Sénat. Quand on est allé vers la nouvelle constitution, eh bien, on a enlevé le Sénat. Donc, il y a des institutions comme ça qui n'ont pas beaucoup de pertinence et sur lesquelles il faudrait porter la réflexion et voir si on doit les garder. Ça, c'est le volet réforme institutionnelle. Il y a aussi des réformes qui réfèrent à des questions de management. Aujourd'hui, nous allons vers une évaluation des personnes de l'État, non plus par le biais de... Parce qu'aujourd'hui, bon, vous faites 2 ans systématiquement, vous montez d'échelon, de grade. Mais ça, c'est fini maintenant. On va aller vers la mise en place des contrats de performance, ce qui fait dire que désormais, les gens seront jugés non plus par le simple fait qu'ils sont là, mais aussi sur les rendements, sur les résultats, sur leur capacité à faire face aux défis que la part de défis que l'administration va leur attribuer. Donc, il y a ces réformes managériales, il y a aussi des réformes qui réfèrent aux questions éthiques et déontologiques. Vous savez, c'est une administration qui est complètement vérolée par la corruption. Et donc, sur ce côté-là aussi, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train d'élaborer des nouveaux documents, non pas seulement sur la charte déontologique du fonctionnaire, mais aussi toute la batterie d'éléments de lutte contre la corruption que nous sommes en train de mettre en place. Le chantier est vaste. La réforme, plusieurs réformes sont menées de front et nous espérons qu'avec l'appui des partenaires, mais aussi avec le nouveau type de fonctionnaire que nous sommes en train de construire, nous allons arriver à faire en sorte que l'administration centrafricaine soit au niveau des défis qui nous font face aujourd'hui en termes d'efficience, d'efficacité. Monsieur le ministre, pour sortir de cet entretien, j'aimerais demander si vous avez un mot à dire à l'endroit de tous ces probables investisseurs à travers le monde. Oui, absolument. Moi, ce que j'ai envie de dire, avec toute la conviction qui est la mienne aujourd'hui, c'est que vous avez en face de vous un pays qui est totalement vierge, où tout est à faire, dans tous les domaines. Et nous sommes en train de mettre en place les différents instruments qui vont servir à sécuriser les investissements qui vont nous parvenir. C'est pour ça que je lance un vivant appel à tous ceux qui aiment la RCA, ou à tous ceux qui ne connaissent pas encore, de venir faire un tour, de découvrir ce pays merveilleux, où il fait bon vivre, où le Centrafricain, par nature, est ouvert à tout ce qui est extérieur, à tout ce qui est étranger, et qu'il puisse aussi participer à ce fantastique défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le train du développement. Après la période qu'on a connue, où on a fait du relèvement, après la crise sécuritaire qui a duré quand même plus de 10 ans. Merci, Excellence, pour cette interview accordée à Freedom Africa TV. C'est moi qui vous remercie.